Eh bien, Joe Biden annonce, regardez, la livraison d'autres équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage et des radars de surveillance aérienne. Vous l'avez entendu, il est très précis, montant total 500 millions de dollars. On saura officiellement ce que comprend cette aide dans les prochains jours. Mais selon le New York Times, il pourrait s'agir de lance-missiles anti-char Javelin supplémentaires et de canons M777. Vous savez, ce sont ces gros obusiers comparables au canon César. En clair, c'est de l'artillerie d'une portée de 25 à 40 km. Mais Kiev annonce aussi des nouveautés que l'Ukraine réclame depuis des mois. Volodymyr Zelensky vendait la mèche dès ce week-end. Écoutez. Вже створена танкова коаліція для України, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України. Vous l'avez entendu, le tabou a été levé selon Volodymyr Zelensky sur les armes à longue portée, en clair de quoi frapper bien au-delà, par exemple, des 80 km des HIMARS américains dont dispose Kiev. Et ce matin, devant les journalistes et aux côtés de Joe Biden, Volodymyr Zelensky affirmait qu'il en avait été de nouveau question avec le président américain. Donc ça veut dire que les Américains ont donné leur feu vert. Bien, ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Londres a déjà avancé sur la question. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a annoncé ce week-end que le Royaume-Uni sera le premier pays à fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine. Londres n'a pas précisé lesquels, mais les spécialistes parlent de deux types de missiles. D'abord, des Storm Shadows, ces missiles de croisière, officiellement. Leur portée est de 250 km, mais dans certaines conditions, ils pourraient atteindre des cibles terrestres jusqu'à 400 km. Ils sont indétectables selon la Royal Air Force et donc capables de déjouer les défenses antiaériennes. Et puis ces missiles peuvent être transportés par les avions français Mirage 2000 et Rafale, et puis par les avions britanniques Tornado GR4. L'autre possibilité, ce sont les Harpoon. Dans leur version missiles de croisière d'attaque, ils peuvent être lancés depuis le sol ou depuis un avion vers des cibles terrestres. Leur portée maximale est de 280 km. Cela permettrait donc aux Ukrainiens de toucher des villes ou des bases militaires russes en Russie, telles que Bryansk, Koursk, Voronezh, Belgorod, Rostov-sur-le-Don, ainsi que, on le voit ici au sud, le port de Sébastopol en Crimée. Et précisons que lorsque Rishi Sunak a été interrogé sur la possibilité justement que les Ukrainiens utilisent des armes pour récupérer la Crimée, eh bien, il a répondu que l'Ukraine avait le droit de récupérer la totalité de son territoire. Et donc son message est assez clair. Oui, pour lui, cela inclut aussi la Crimée. Et qu'en est-il de l'autre débat du moment, peut-être le plus virulent, sur les avions ? Eh bien, deux dirigeants européens ont remis le sujet sur le tapis ces derniers jours. D'abord, Andrzej Duda, le président polonais. Si des MiG-29 étaient transférés, il pourrait immédiatement renforcer la défense de l'Ukraine parce que les pilotes ukrainiens savent déjà les piloter. Et puis il ajoute, si une coalition aéronautique est créée entre les pays de l'OTAN, nous y joindrons certainement. Et puis pour continuer également de mettre la pression aux États-Unis concernant leurs avions F-16, regardez ce panneau publicitaire géant. Biden give F-16 to Ukraine. Biden donne des F-16 à l'Ukraine. Message très clair adressé au président américain dans les rues de Varsovie ce matin, juste avant son arrivée dans la capitale. Et puis le second dirigeant à pousser ces jours-ci pour les avions, c'est le Premier ministre slovaque, Eduard Heger. Il a annoncé qu'il était en discussion directe avec Kiev pour livrer, dès que possible, sa flotte, là encore, de MiG-29. Merci Justine. Vous ne partez pas trop loin parce qu'on va parler d'autres potentielles livraisons d'armes dans un instant, mais cette fois-ci de la Chine vers la Russie. On s'arrête un instant, mon général, sur ce qui est encore à ce stade essentiellement des spéculations, en tout cas sur le type de missiles. En revanche, on sent bien que la doctrine a évolué et qu'il y a une forme de digue qui a sauté. Oui, des missiles à longue portée qui donc potentiellement pourraient frapper du côté russe. Alors, première chose, il y a beaucoup de choses dans tout ce qui a été dit sur l'armement. Il est répété en permanence que l'Ukraine a besoin immédiatement d'un certain type d'armement, artillerie antiaérienne, anti-char. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont déjà. Donc si on leur donne en renforcement plus les munitions, ça leur permet en particulier
dans la configuration actuelle, de tenir sur les lignes sur lesquelles ils sont, parce qu'il faut tenir face à l'armée russe, premier point. Deuxièmement, de préparer l'offensive qu'ils préparent et dont les analystes pensent aujourd'hui qu'elle viendrait plutôt après la Rasputitsa. Pourquoi ? Parce que les blindés arriveront à ce moment-là, les moyens blindés. C'est le dégel. Le dégel, là, donc quand, disons en mai-juin. Et donc tous ces éléments seront prêts et les Ukrainiens seront formés dessus. Donc ça, c'est le premier package, si j'ose dire. Le deuxième package, c'est la longue portée dont certains ne peuvent fonctionner que si on donne les avions avec. Donc on pose la question des avions. Et dans les avions, il y a deux sujets. Il y a le sujet des MiG-29, qui est discuté depuis le début de la guerre. C'est-à-dire que les Polonais avaient dit dès le début, nous, on veut bien donner les MiG-29, mais donnez-nous des F-16 à la place. Et les Américains, à l'époque, avaient dit non. Donc, on revient sur ce sujet-là. Et je pense que comme le problème des avions n'est plus un tabou, tout est ouvert, tout est possible, mais que... En tout cas, les avions de type MiG, pour le coup. Non, je pense les avions de façon globale. C'est-à-dire des F-16, des Mirage 2000, etc. Oui, mais c'est sur le long terme. Parce qu'il faut former des pilotes sur le long terme, etc. Donc ça va prendre 1 an. Donc ce n'est pas pour l'offensive du printemps. En revanche, les MiG-29, oui, ça c'est possible. Parce que les Ukrainiens, les pilotes ukrainiens, savent les utiliser. Maintenant, ne nous faisons pas trop d'illusions. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 pilotes ukrainiens capables de monter dans des avions d'armes tout de suite. Les autres, il va falloir les former. Et je rappelle que quand on forme un pilote sur un avion d'armes, on commence par un Tucano, puis après ça, un autre avion, etc. Ça prend beaucoup plus longtemps. Donc je pense qu'il y a vraiment 3 packages. Il y a l'armement global qu'il faut renforcer absolument et rapidement. Il y a les avions disponibles tout de suite et utilisables tout de suite. Et puis, il y a les avions utilisables sur le plus long terme, où il n'y a plus de tabou. Simplement, il faut mettre les choses en œuvre. Et merci pour ces précisions. Mais en effet, Vincent Hugeux, il n'y a plus ce qui apparaissait comme forme de réticence ou de tabou jusqu'à une période récente. L'année écoulée et la longue histoire de digues qui s'effritent puis s'enfoncent dans la mer. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, même par rapport à des systèmes antiaériens de type Patriot, il y a eu une longue hésitation. Le drame, et c'est d'ailleurs ce qui dicte le sens de l'urgence qu'incarne Zelensky, c'est qu'il y a des retards qui ne se rattrapent pas. Et que, par exemple, pour le cas des tanks, une source britannique expliquait ce matin qu'à l'échéance d'avril, donc début de la Rasputitsa, grosso modo, il n'y aurait que 50 des 320 tanks promis qui seraient à pied d'œuvre, ou à chenille d'œuvre en l'occurrence, en Ukraine. Donc cette inquiétude, elle est aussi liée à un autre phénomène, qui est que même si la décision politique est prise, les capacités de production des chaînes occidentales sont limitées. D'ailleurs, Jens Stoltenberg, à la veille même du rendez-vous de Munich, avait attiré l'attention en disant « Attention, on consomme et on consomme plus de munitions que nous, occidentaux, pouvons en produire. » Alors, il y a des sortes d'innovations. On parle par exemple d'un accord franco-australien. Les Australiens fournissent la poudre, les Français mettent en place les lignes de production. Les Allemands semblent aussi amorcer une production de munitions antiaériennes. Donc il y a comme ça... Oui, mais il y a une industrie qui se réorganise côté occidental mais aussi. Encore une fois, ça ne se fait pas overnight, comme disent les Anglais. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. C'est très long. Justement, ce qui est intéressant de rajouter, c'est que contrairement aux Européens, les Américains n'ont jamais liquidé aucune usine de fabrication d'armes. Et ils les ont tout simplement réactivés pour augmenter les niveaux de production. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui était effectivement une bonne démarche à suivre. Et espérons que cette tragédie, cette guerre tragique en Ukraine, elle pourra quand même donner des idées sur les démarches à suivre en Europe. Alors, laissons la parole à Rim Momtaz, parce que vous étiez dans une délégation à Munich. Donc j'imagine que vous avez assisté à un certain nombre de discussion en coulisses et que la question des armes était omniprésente. Alors ça, c'était très frappant à Munich, c'est que enfin, les Européens commencent à parler de comment est-ce qu'on va mettre en œuvre une économie de guerre 1 an après le début de la guerre. Donc il y avait une partie de la conférence de Munich qui se regardait genre « mais vous vous réveillez un peu trop tard, non ?» Ça fait 1 an que cette guerre est là, ça fait 1 an que les états-majors, que les responsables politiques savent qu'il y a des problèmes de production, qu'il y a des problèmes de stock, et que
l'Europe en particulier n'a pas les capacités de soutenir la demande. J'étais très frappée par la première ministre estonienne qui, à un moment, dit dans un des panels, en fait, l'industrie de l'armement russe travaille en 3 shifts. Alors que et donc elle produit ce que nous on produit Européens en 1 an, elle le produit en 1 mois. Quand elle dit ça, alors je ne sais pas si elle exagère, mais quand même c'est très frappant. Ça c'est la première chose. Donc oui, aujourd'hui les Européens ont d'ailleurs à Bruxelles, ils ont débattu de ça aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères, une facilité d'acheter des munitions pour donner de la visibilité aux industriels pour qu'ils puissent faire les investissements en amont pour monter en puissance dans la capacité. Parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de visibilité sur les commandes qui sont à venir, puisque les investissements dont ils ont besoin de faire sont très importants. Est-ce que cette chaîne peut être rapide? Parce qu'on peut se réveiller tardivement, hein, c'est ce que vous dites, et puis ensuite accélérer rapidement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et je vous laisse la parole, mon général, juste après. Alors oui, c'est possible d'aller rapidement, après avec des limites. Beaucoup de gens à Munich étaient en train de donner le parallèle avec ce qu'on a fait pour produire les vaccins de la Covid. Après, évidemment, les militaires vont vous dire c'est pas exactement la même chose de produire un vaccin que de produire des munitions. Mais je vous donne juste l'atmosphère là-bas. En tout cas, une industrie qui se réorganise et qui va très vite. Je voulais aussi juste rajouter un point sur la question des missiles de longue portée et des avions. En réalité, c'est plus les cibles dont on discute en coulisses, donc entre l'Ukraine et les pays fournisseurs, que du matériel en soi. Peut-on frapper côté russe? Voilà. Bien sûr. Et du côté américain et du côté britannique, la réponse est très claire. Par exemple, vendredi, la sous-ministre des Affaires étrangères américaine, Victoria Nuland, a dit très clairement « La Crimée, c'est une cible légitime », elle a utilisé ce mot, parce qu'en fait, depuis que Vladimir Poutine a annexé la Crimée, il l'a transformée en base militaire. Et là-bas, elle dit il y a une base de drones à partir de laquelle décollent les drones qui frappent l'Ukraine, parce qu'il y a des centres de commandement en Crimée qui sont utilisés, de la logistique, zone etc. Militaire, voilà. Et juste pour ajouter, l'ONU dit très clairement qu'un pays qui est attaqué a le droit de taper, même dans le pays qui l'attaque, les cibles militaires. Et c'est un vrai changement, pour le coup. Oui, enfin, l'ONU, je ne sais pas trop ce que dit l'ONU. Moi, je connais bien l'ONU. Et si vous voulez, les bases militaires en Crimée, la vraie réflexion politique, c'est la Crimée est ukrainienne. Voilà. Parce que les bases militaires en Russie, il y en a plein. Et pour l'instant, on se défend bien d'attaquer en Russie même, c'est-à-dire ce qui est de l'autre côté de la frontière de 91. Pour revenir sur l'armement, je voudrais juste rappeler, les États-Unis ne sont pas un élément de comparaison. 700 milliards de dollars de budget. Je discutais avec un industriel français qui fait des blindés, qui dit quand on essaye d'en faire, nous, c'est 250 à peu près. Les Américains viennent de passer un contrat pour changer tous leurs petits véhicules blindés, c'est 25 000 en 5 ans. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même échelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du côté européen, il faut se rappeler qu'on a 25 ans de dividendes de la paix qu'on paye aujourd'hui. Le président Macron, au mois de juin, a parlé de l'économie de guerre. Mais quand on se retourne vers les entreprises, elles vous disent « Non mais attendez, ça va passer comme ça. Il y a un rapport sur les munitions. » La loi de programmation militaire montre qu'on va consacrer 400 milliards entre 2024 et 2030. D'accord, mais là-dedans, vous avez beaucoup pour l'arme nucléaire. Vous avez beaucoup pour l'arme nucléaire, la marine, et l'armée de terre, c'est une division blindée avec un corps d'armée, il n'y a rien de nouveau. Simplement, sur les munitions, il y a un rapport qui a été fait par les députés il n'y a pas très longtemps. J'avais été auditionné par ces députés. En Europe, on n'a pas le droit de produire un certain nombre de produits qui permettent de produire des munitions. Pourquoi? À cause de normes écologiques. Et à Bruxelles, ils sont en train d'y réfléchir en disant « Ah, il va peut-être falloir qu'on mette une parenthèse. » Donc c'est pour ça que je riais, pardonnez-moi, à propos des médicaments, parce que c'était des normes écologiques qui nous permettaient pas
de produire un certain nombre de munitions, d'où l'accord avec l'Australie en particulier, parce qu'en Australie, on peut fabriquer des munitions. On voit qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, effectivement, Exactement. entre le moment où on décide, et il semblerait que ce soit le cas, non, Vincent Hugeux, on décide que oui, en effet, il n'y a plus de digues, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, missiles de longue portée, probablement derrière des chasseurs, et le moment où ça deviendra tangible et réel sur le terrain, peut se passer du temps. D'où le caractère essentiel d'équipements militaires qui peuvent paraître plus triviaux, moins modernes, moins décisifs, mais qui vont justement permettre de tenir le temps qu'eux. Ouais. Et c'est tout l'enjeu des semaines à venir. Oui. Parce que Mariana, pour conclure là-dessus. C'est vrai qu'il faut rappeler sans cesse aux téléspectateurs, parce qu'ils peuvent ne pas s'en rendre compte, que les combats en Ukraine sont extrêmement intenses. Le feu tous les jours, les échanges sont très intenses, et c'est là où on brûle les munitions, mais comme des allumettes. Comme ça, vous voyez l'image. 5000 obus par jour. C'est toujours extrêmement important d'avoir les munitions en quantité. Et par ailleurs, on peut voir, c'est même pour ça que la Russie, par exemple, alors qu'elle est censée avoir des centaines de milliers, des millions peut-être de munitions pour chaque type d'arme, encore des stocks soviétiques, même la Russie, un État, essaye de chercher des munitions du côté de la Corée du Nord. C'est dire à quel point on dépense vite les munitions, et à quel point il est primordial, capital, crucial à ce qu'on puisse produire des munitions pour l'Ukraine, mais après pour nous aussi.